c'est une question extrêmement importante, en ce sens que quand quelqu'un est diabétique, dans certaines occasions, il ne peut pas jeûner. Et ceci remue la communauté scientifique depuis plus de 30 ans pour justement qu'on puisse définir quel est le diabétique qui peut jeûner en sécurité. Parce que tout le monde peut jeûner, mais est-ce qu'il peut jeûner en sécurité? C'est ça le problème. Et comme je dis toujours, je reviens, quand on parle du jeûne musulman en tout cas, je reviens sur ce que Dieu a dit. Quand il a prescrit le jeûne, la première chose qu'il a dit, c'est si vous êtes malade ou en voyage, reportez votre jeûne au moment où vous serez en meilleure santé. Et il ajoute, si votre corps ne vous permet plus de supporter le jeûne, ne jeûnez plus. Donc qu'on soit diabétique ou non, ceci est un ordre divin. Maintenant, quand on est diabétique, ça devient autre chose. Alors, le diabète, vous savez, c'est bien sûr un problème souvent lié à qu'il y a des soubassements génétiques, qu'il y a des perturbations au niveau des mécanismes de régulation du sucre dans le corps, je l'ai dit dans l'interview. Mais du fait de ces perturbations, une alimentation mal équilibrée, justement, que ce soit dans les horaires ou dans la qualité ou dans la quantité, peut aggraver ce diabète et amener le malade à avoir un coma diabétique. D'où l'importance, justement, avant de dire je peux jeûner ou non, de faire son évaluation. Cette évaluation, aujourd'hui, les médecins sont formés à le faire. Mais il faut qu'elle soit faite au moins 2 à 3 mois avant l'arrivée du jeûne du Ramadan ou d'un autre jeûne, bien sûr, si les gens doivent dans ces jeûnes-là jeûner tous les jours pendant 30 ou 40 jours. Alors, pour tous les jeûneurs, il faut savoir que le corps est capable, encore une fois, de supporter le jeûne pendant les 10 premiers jours, parce qu'en ce moment-là, tout continue de marcher comme il faut. Mais à partir du 7e ou du 10e jour, le corps commence à se fatiguer et les sécrétions hormonales se modifient. En particulier, la sécrétion de l'insuline se modifie, la sécrétion des hormones qui font augmenter la glycémie aussi devient plus importante. D'où le fait qu'il y a des risques en ce moment, si on est diabétique, de déséquilibre son diabète, si on n'est pas un diabétique aussi, de se déshydrater. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, à partir du 10e jour, il faut faire plus attention et boire un peu plus d'eau que d'habitude pour pouvoir tenir le coup pendant la journée du Ramadan. Spécifiquement maintenant pour les diabétiques, que ce soit au début ou au milieu du Ramadan, ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette évaluation qui doit permettre aux médecins de vous recommander. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le score de risque, diabète et Ramadan, qu'un organe international dont nous faisons partie, qui s'appelle Diabetes and Ramadan Alliance, l'Alliance pour diabète et Ramadan, qui a édicté un risque de score qui est lié à la durée du diabète, au type de diabète, à l'existence ou non de certaines complications, qui permet de dire aux diabétiques, vous avez un risque très fort si vous jeûnez, donc ne jeûnez pas, ou alors votre risque est faible, vous pouvez jeûner. Donc les diabétiques doivent quand même se faire évaluer, ceci est important. S'ils ne l'ont pas fait, même jusqu'au début du Ramadan, qu'ils aillent quand même se faire évaluer pour savoir s'ils peuvent continuer le Ramadan ou s'ils ne peuvent pas le continuer. Vous me parlez là de l'alimentation du diabétique pendant le Ramadan. Alors son alimentation, que ce soit pendant ou avant le Ramadan, doit être une alimentation équilibrée. Équilibrée, ça veut dire qu'il y a des éléments qui doivent se retrouver dans son repas. Les céréales en quantité donnée, les protéines et les légumes. Cela est important. Pour la rupture du jeûne, comme il y a une sunna chez nous, pour ce qui est du jeûne du musulman en tout cas, on parle des dates. Eh bien, il ne faut pas qu'il dépasse une ou 2 dates au maximum. Les pâtisseries, et consorts, je le disais tout à l'heure, quand vous passez devant une boulangerie, vous avez des frayeurs parce que la queue va jusqu'à 500 mètres, au moins. Alors qu'ils évitent les pâtisseries, qu'ils évitent les viennoiseries, s'ils peuvent le faire en tout cas. Prendre une boisson chaude, c'est important. Prendre même un peu de bouillie de mil avec un sucré aux édulcorants, bien sûr, ça vaut mieux, il peut le faire. Ou alors avoir son lait caillé non sucré. Ça lui permet d'attendre son dîner. Son dîner, ça peut être le riz qu'il devait manger à midi, mais là, encore une fois, dans des portions où il y a au moins 1/3 du plat qui sera le riz,
un tiers ce sera les légumes, un tiers sera la viande ou le poisson. C'est dans tous les pays du monde. Malheureusement, il n'y a pas eu d'études spécifiques parce que ce n'est pas d'un grand intérêt. On le sait, puisque l'alimentation des gens change, bien sûr, ça favorise l'éclosion de nouveaux diabètes. Ce n'est pas pour dire que l'alimentation donne le diabète, attention. L'alimentation ne donne pas le diabète. C'est des sujets qui sont ce qu'on appelle génétiquement prédisposés qui vont faire le diabète. Bien sûr, si cette prédisposition existe, le fait de mal manger va précipiter l'apparition du diabète. Les statistiques, comme dans le monde entier, on sait aujourd'hui les cas de diabète augmentent. La prévalence du diabète, c'est-à-dire le nombre de cas de diabète dans la population. Si on retrouve des études qui ont été faites dans les années 80-90, c'était à moins de 2%. Sur la dernière enquête faite en 2015, c'est 3,45% de la population. Donc, ça veut dire que ça existe bel et bien et ça avance. Et les facteurs qui expliquent cette progression du diabète, comme dans le monde entier, c'est de nouveaux facteurs. C'est le modernisme, c'est la sédentarité, c'est l'alimentation travestie. Aujourd'hui, on mange beaucoup plus sucré, on mange beaucoup plus gras. Et ceci fait qu'effectivement, il y a de nouveaux cas de diabète, il y a de nouveaux cas d'hypertension artérielle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Encore une fois, nous combattons même le terme de régime. Parce que le terme c'est un terme restrictif. Nous parlons d'alimentation du diabétique. Quand vous dites quelqu'un a un régime, wolof get le côté. Donc dès que vous dites à quelqu'un un régime, il recule. Mais si vous dites améliorer votre alimentation, aujourd'hui, le diabète, comme le non-diabète, doit améliorer son alimentation. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est de manger de façon équilibrée. La seule chose que personne en tant que diabétique interdit aux diabétiques, je le demande encore, je recommande de ne pas le prendre, c'est le sucre et les produits sucrés. Et même parmi les produits sucrés, les fruits font partie de l'équilibre alimentaire. Encore une fois, ça aussi, vous me permettez de le dire, aucun fruit n'est interdit aux diabétiques. Souvent, on peut... Et la banane. Eh bien, même la banane est permise aux diabétiques. L'essentiel, c'est qu'il varie. Aujourd'hui, c'est de l'orange, demain, c'est de la pomme, demain, c'est de la poire. Même les raisins ne sont pas interdits aux diabétiques. Le diabète gestationnel, c'est un diabète, en fait, qui apparaît pendant la grossesse et qui disparaît à la fin de la grossesse. Bien sûr, on a retrouvé quand même des facteurs prédisposants. Les sujets... Les femmes qui ont fait déjà plusieurs grossesses sont plus exposées. Les femmes obèses sont plus exposées. Les femmes sédentaires sont plus exposées à ce diabète gestationnel. Mais dans tous les cas, il apparaît et disparaît avec la grossesse. Mais attention, c'est un facteur d'alerte qui permet de dire si cette personne, après sa grossesse, ne fait pas attention, dans les 5 ans, il va développer un véritable diabète.